Bonjour à tous, ici Mathieu de la chaîne 2Sats, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, la vidéo d'aujourd'hui est en fait une vidéo de suite, vraiment où j'expose plusieurs critiques de Bitcoin que j'ai souvent lorsque j'ai des discussions avec des proches, des amis, et puis j'expose les faits pour pouvoir mieux vous les expliquer et vous permettre d'apprendre un peu mieux à travers les critiques de Bitcoin, vraiment quelle est la valeur de Bitcoin. Donc, aujourd'hui, en fait, c'est une vidéo du même format, mais en fait, la critique d'aujourd'hui qu'on va aborder, c'est vraiment la critique de est-ce que Bitcoin est contrôlé? Est-ce que Bitcoin est manipulé? Puis en fait, j'ai décidé ce sujet-là cette semaine, étant donné que si vous êtes sur le marché des cryptos ou même que vous suivez Bitcoin seulement, vous avez peut-être eu connaissance d'une grande liquidation qui est arrivée en fin de semaine. En seulement 7 heures, on a eu une liquidation de 10% sur Bitcoin, ce qui est assez violent. Et puis, en fait, inutile de dire que le marché des crypto-monnaies a aussi eu son moment de gloire à ce moment-là, donc on s'est fait beaucoup brasser. Mais ce que je veux dire par là aujourd'hui, c'est juste plus que je me dis, souvent on parle de manipulation de prix, on parle de contrôle de prix, mais en fait, aujourd'hui, je vais vraiment toucher 3 types de contrôle, souvent des critiques qui me sont soulevées. Il va y avoir, bien sûr, la critique du prix. Ça va être le troisième point, celui-là. On va avoir aussi, en premier lieu, tout ce qui est les critiques à propos du contrôle du réseau, ou du moins de la puissance de calcul pour le réseau. Puis souvent, on va parler, par exemple, de prendre le contrôle à cause de l'ordinateur quantique. Donc, c'est vraiment un sujet qu'on va toucher aujourd'hui. Et puis, le deuxième point est vraiment beaucoup plus lié à tout ce qui est le contrôle de la réserve. C'est souvent un point que je me fais soulever. Tous les bitcoins sont détenus par les mêmes personnes. Donc, je vais juste aussi clarifier le tout avec vous. Il y a eu beaucoup d'études sur ce sujet-là. Et puis aussi, justement, le troisième point, c'est Bitcoin, en fait. Est-ce que le prix est manipulé? Est-ce que le prix est contrôlé? Donc maintenant, avant d'aller exposer, je vous dirais les 3 différents points, j'aimerais vraiment répondre d'une manière directe. C'est que selon moi, Bitcoin est manipulable, mais n'est pas contrôlable. Puis ça, il y a une énorme nuance à comprendre. Puis c'est exactement mon but du vidéo, c'est de vous exposer pourquoi, selon moi, oui, la manipulation existe, mais la vraie valeur de Bitcoin, c'est qu'il n'est pas contrôlable. Donc en fait, on va se lancer directement dans le premier sujet, qui est une critique qui revient assez souvent, mais je dirais c'est une critique que souvent c'est parce que les gens comprennent plus ou moins le fonctionnement, je dirais, du protocole de Bitcoin, ce qui est assez normal puisque c'est très technique. Mais en réalité, je vous ai déjà montré cette charte-là, qui est en fait le hash rate, donc la puissance d'ordinateur qui sécurise le réseau Bitcoin. Donc souvent une des critiques qui va arriver, c'est par exemple, mais qu'est-ce qui arrive si quelqu'un prend le contrôle du réseau Bitcoin? Donc si demain matin, je sais pas, un pays veut prendre le contrôle du réseau Bitcoin. Mais pour ce faire, en fait, c'est qu'il faudrait déployer la moitié de l'énergie, en fait plus que la moitié, parce que si on décide de prendre le contrôle du réseau, il faut vraiment déployer beaucoup d'énergie pour avoir plus que 51% de la puissance du réseau. Puis ça, on appelle ça des attaques 51%. Puis là, je vous dirais, à la valeur économique, à l'énergie qui est déployée dans Bitcoin, d'avoir une attaque de 51%, c'est presque impossible. Puis souvent, en fait, ce qui arrive, c'est que c'est un peu là une théorie des jeux. Puis on l'a vu opérer justement sur Monero, à cause d'un certain protocole qui ont un peu attaqué Monero, à avoir une puissance de mining qui dépassait le 51%. Et puis en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'on l'a vu jouer, la théorie des jeux. C'est que l'énergie, le travail déployé, les ressources déployées ne vont jamais justifier une attaque de 51%. Même dans un cause qu'une attaque de 50%, souvent ça va être dans l'intérêt du joueur qui a eu les 51% de ne pas tuer le réseau parce que toute l'énergie, toute la valeur qu'il va avoir déployée, s'il tue le réseau, toute cette valeur-là ne vaut plus rien. Alors que s'il fait seulement exploiter le réseau, donc tant et aussi longtemps que personne s'en rend compte, il va faire beaucoup d'argent. Puis là, à la limite que le réseau va s'en rendre compte, il risque d'y avoir une action. Mais de dire qu'on va détruire un réseau, ça fait pas vraiment de sens parce que avoir déployé cette richesse-là, on est mieux d'en profiter et de l'exploiter. Donc ça, je dirais, c'est un peu la théorie des jeux d'un point de vue un peu organisation de réseau, mais juste d'un autre point de vue qui est simplement matériel. D'avoir le matériel pour déployer une attaque de 50% sur Bitcoin, c'est théoriquement impossible aussi. Donc, il faudrait vraiment avoir une grosse cohésion des grands acteurs qui voudraient vraiment l'attaquer. Mais encore une fois, comme je dis, le gros problème, c'est que, premièrement, la force du hash rate est composée de plein de mineurs vraiment décentralisés. Si, par exemple, on vient voir ici sur la carte, c'est vraiment des mineurs à travers le monde qui apportent de la puissance de réseau. Il y a des mineurs individuels qui contribuent à des pools de minage décentralisés, qui, eux, font en sorte que c'est un peu des agglomérations de mineurs. Mais si jamais une de ces pools-là ne serait pas correcte, par exemple, voudrait faire une attaque, et là, les mineurs individuels vont tous sortir. Tout le monde veut protéger le réseau. Donc, c'est un peu cette logique-là. C'est que d'un point de vue matériel, déjà là, c'est impossible. Puis d'un point de vue aussi économique, on n'a aucun avantage. Donc je vous dirais, après ça, l'argument populaire sur la prise de contrôle de Bitcoin est souvent lié par exemple à la découverte de l'ordinateur quantique. Puis encore une fois, je vous dirais, Bitcoin a certains mécanismes qui font en sorte que ça vient limiter les dommages.
Donc, disons qu'une découverte de l'ordinateur quantique qui est capable de briser Bitcoin, probablement que les développeurs ont beaucoup plus intérêt à attaquer toutes les autres sphères que seulement Bitcoin, parce qu'on s'entend, l'ordinateur quantique va casser toutes les encryptions de nos comptes de banque, de système de santé. Donc, on a beaucoup d'intérêt à aller mettre notre énergie ailleurs. Mais en fait, ce qui est intéressant dans Bitcoin, puis disons qu'on décide d'attaquer Bitcoin avec un ordinateur quantique, ben il y a deux choses. Déjà là, je vous dirais, il y a des petites parties du code, sans vouloir être trop technique, qui sont designées pour, je vous dirais, calmer les chances de briser les clés, donc avoir accès aux Bitcoin qui sont déjà été minés. Puis d'un point de vue du mining, donc vraiment de produire des jetons, c'est-à-dire que je prendrais contrôle du réseau et puis je mine, ben on a un autre élément qui est super intéressant. Donc ici, je vous montrais par exemple la charte de la puissance d'ordinateur qui ne fait qu'augmenter, mais on a aussi un élément qui s'appelle la difficulté du réseau, puis comme vous voyez aussi, ne fait que augmenter à travers le temps. Ça, la difficulté du réseau, c'est quoi? C'est que la difficulté du réseau Bitcoin, c'est qu'un bout de code dans Bitcoin qui est fait que lorsque trop de Bitcoins sont minés l'un après l'autre, on augmente la difficulté. Et puis ça, ce qui arrive en gros, c'est simple. C'est juste pour s'assurer que pas trop de Bitcoins sont minés rapidement. Donc c'est pour augmenter la difficulté. Fait que si les gens minent trop de Bitcoin, le protocole devient de plus en plus dur à miner et puis ça l'ajoute une difficulté au mineur. Donc dans un cas où on aurait un exploit par exemple avec le quantique, mais la personne pourrait exploiter pendant un certain moment, mais la difficulté va simplement toujours augmenter. Donc il y aurait une certaine limite ou du moins ça ralentirait le processus. Après ça, ce qui arrive, c'est qu'il y a encore une théorie des jeux, et puis il y a des phénomènes comme ça qui sont arrivés à travers le temps, dont justement le phénomène des ASIC miners. Les ASIC miners, ce qui est arrivé, c'est qu'auparavant, les mineurs Bitcoin allaient miner avec des GPU, donc des cartes graphiques. Mais là, il y a une entreprise qui a trouvé comment faire des ASIC miners, et puis ça apporte une plus grande puissance. Et puis ça, ce qui est arrivé, c'est que pendant un bout, tous les mineurs qui réussissaient à miner du Bitcoin, c'était des gens avec des ASIC miners. Donc ça a créé une grosse hausse dans la difficulté, puisque soudainement, les gens étaient beaucoup plus puissants pour pouvoir miner du Bitcoin. Donc ce qui est arrivé, la difficulté a augmenté, et puis le tout a calmé le jeu. Mais là, ce qui arrive, c'est que quand que miner devient de plus en plus difficile, la personne qui a la technologie de la machine devient avantagée à vendre sa machine. Donc encore une fois, lorsqu'on vient dans la game theory, disons moi j'ai l'ordinateur quantique qui peut miner du Bitcoin, super, je vais l'exploiter à un moment donné que ça va devenir super dur. Quand ça devient dur pour moi miner du Bitcoin, ben je vais vendre les machines. Donc je deviens le fournisseur de pelles et pioches. Donc encore une fois, ce que ça va faire, ben oui, sur le coup, ça va donner une certaine pression sur le réseau, sur les mineurs, ça sera pas tout le monde va être content, croyez-moi. Mais à la fin de la journée, ça va augmenter la puissance du réseau. Et puis encore une fois, si on le revire de l'autre côté, ben disons que j'ai un ordinateur quantique et puis que je veux attaquer Bitcoin à un point d'en faire une attaque 51%, ben je serais bien mieux de me dire je vais designer l'ordinateur quantique, exploiter les 51% tant que je peux. Lorsque je me fais prendre que la difficulté augmente trop, je vends mes machines. C'est encore une fois une théorie des jeux. C'est donc pas la pratique nécessairement. Ce que je veux dire, c'est que Bitcoin a souvent peu d'avantages à être vraiment exploité, puis c'est ça qui est vraiment intéressant. Donc ça ici, je vous dirais, c'est un peu pour la partie de la critique de prendre le contrôle du réseau, est-ce que Bitcoin est attaquable. Donc ça, pour moi, de ce point de vue-là, Bitcoin n'est pas contrôlable. Donc oui, après ça, on peut essayer de l'influencer, puis on peut essayer de le prendre en contrôle. Puis ça, c'est assez intéressant parce que présentement, on vit une petite situation, je veux pas alarmer les gens, mais si on compare, par exemple, dans l'histoire, versus la block size war, ben ça c'est rien, ce qu'on vit présentement. Nous aujourd'hui, c'est une petite guerre, je dirais, éthique, savoir est-ce qu'on veut plus de data que seulement les transactions sur Bitcoin ou on veut juste des transactions de Bitcoin qui sont sur la chaîne Bitcoin. Moi personnellement, mon point c'est que Bitcoin est utilisé pour transiger de la valeur. Donc je vois pas pourquoi on aurait de la donnée comme par exemple des photos, des NFT, des altcoins. Tu sais, je pense que ça c'est pas intéressant. À la limite, les gens peuvent faire ça sur des chaînes secondaires. Et puis, les validateurs du réseau Bitcoin qui ont des nœuds chez eux peuvent décider soit d'accepter la chaîne secondaire ou non. Donc, rendu là, la décentralisation de ces chaînes secondaires-là se créeront. Mais ça, je pense que c'est vraiment pas un gros problème comparé à ce qu'on avait vécu, par exemple, avec la block size war, qui attaquait directement la décentralisation de Bitcoin d'une manière, je pourrais dire, assez sauvage. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourrait peut-être parler dans une future vidéo, mais c'est très technique. Puis même chose aussi pour Bitcoin Core versus Not. Mais moi, je vous dirais, mon camp est un petit peu plus du côté Bitcoin Nuts, parce que pour moi, vraiment, Bitcoin, la chaîne Bitcoin doit seulement être utilisée pour des transactions Bitcoin. Puis comme je dis, la beauté de Bitcoin, c'est qu'on peut utiliser des sidechains, que si ça vaut vraiment la peine, il y aura un marché qui l'adoptera, mais du moins, c'est pas obligé d'être imposé à la chaîne Bitcoin. Donc ça, c'est mon petit avis sur ce sujet-là. Maintenant, je vous dirais le deuxième point de la critique, c'est Bitcoin est détenu par des baleines. Bitcoin est détenu par les plus riches, par BlackRock, les institutions, etc. Et ça, je trouve ça assez intéressant parce qu'en fait, déjà, il y a plusieurs études qui sont faites, donc juste à aller faire une petite recherche rapidement, on se rend compte que c'est pas le cas. Puis je vous dirais, c'est beaucoup au fait de comment ça a été distribué Bitcoin et puis comment ça a pris de temps à être vraiment adopté
crédibilisé. Ce qu'on voit ici, en fait, c'est une vidéo. Je vais vous mettre le lien, par exemple, River, qui est une entreprise canadienne qui vend du Bitcoin. En fait, ils ont fait une étude qui détient du Bitcoin. Et puis, vraiment, c'est simple. On réalise que la majorité des Bitcoins sont détenus ici par des individus. Ces individus-là, c'est qui? C'est des gens qui ont miné du Bitcoin depuis le début, qui en ont acheté lorsque ce n'était pas très populaire, qui en ont accumulé à travers le temps, parce que c'est une monnaie qui est vraiment décentralisée. Et puis souvent, c'est qu'on va aller voir, par exemple, les grands portefeuilles qui sont sur la chaîne Bitcoin. Là, on va voir, par exemple, les grands échangeurs. Donc, on se dit, c'est les échangeurs qui détiennent les Bitcoins. Mais c'est qu'eux détiennent les Bitcoins d'individus. Donc, c'est pour ça que la grande majorité des Bitcoins appartiennent à des individus. Après, est-ce que de les laisser sur un échangeur centralisé, c'est recommandé? Non. Mais la réalité est que la majorité des Bitcoins est détenue par des individus. Puis après ça, on a les entreprises. On a des fonds comme des ETF qui, eux aussi, sont détenus par des entreprises et des individus. Après ça, on a, par exemple, les Bitcoins qui ont été perdus. Et puis après ça, on a tout le volet des différents acteurs, par exemple, les mineurs ou même Satoshi Nakamoto. Mais ce que je veux dire ici, c'est que on a vraiment une distribution du jeton qui est énorme. Donc moi, quand les gens commencent à me dire « le Bitcoin est contrôlé, vraiment c'est les plus riches qui le détiennent », je me dis vraiment la solution au problème, si on veut pas que nos Bitcoins soient contrôlés, sortons nos Bitcoins des échangeurs. Et puis déjà là, on vient d'enlever une très grande partie des Bitcoins qui peuvent être utilisés à la manipulation. Donc comme je vous disais tout à l'heure, pour moi, Bitcoin peut être, oui, manipulé, mais ne peut pas être contrôlé. Parce que ultimement, c'est un code et puis on peut pas changer le code. Donc si, pour répondre à la question de parfois les gens qui me disent mais Bitcoin est détenu par les plus riches, par des individus, ben c'est pas vrai. En fait, on voit c'est beaucoup distribué et puis c'est probablement un des jetons qui a la meilleure distribution. Puis, par exemple, dans l'argument qu'on me dit parfois, mais BlackRock détient toutes les Bitcoins, ben c'est que, oui, ils ont des gros ETF, oui, ils ont des gros fonds, mais vous voyez la quantité de Bitcoin qui ont été minés, ça veut dire que pour grossir leur partie à eux, ils doivent absolument en acheter à des gens ici. Donc ici, oui, on peut dire que BlackRock en détient beaucoup, mais c'est des fonds des gens. Puis en plus, ben pour en acheter, ben faut qu'ils en achètent ici où des Bitcoins vont être minés. Mais comprenez que la majorité de la distribution a déjà été faite. Donc BlackRock, pour qu'ils puissent en détenir de plus en plus, doivent en acheter à des gens. Et puis s'il y a des gens qui sont prêts à vendre, c'est parce que c'est un marché efficace. Un acheteur qui rencontre un vendeur, c'est un marché efficace. Puis je crois que cette distribution-là est beaucoup dirigée par une des grandes propriétés de Bitcoin qui est hyper fractionnable, c'est-à-dire que n'importe qui peut en acheter pour 5$, 2$, 1$. Après ça, c'est sûr que de l'apporter sur la chaîne, c'est différent, mais comme je vous disais tout à l'heure, on a des chaînes secondaires des fois qui peuvent aider ces types d'individus-là. Mais ce que j'essaie de dire ici, c'est que Bitcoin, c'est vraiment l'actif le plus accessible, le plus facile à acheter. Vraiment, on n'a pas besoin de compte en banque, on n'a pas besoin non plus de compte avec des institutions pour acheter des actions, par exemple. Donc, la distribution de Bitcoin, pour moi, ça me surprend pas qu'elle soit aussi grosse, puisque comme je dis, les barrières d'entrée sont très très basses. Et puis maintenant, nous sommes rendus au troisième point, donc parlons de prix. Donc, en gros, je vous dirais, la manipulation du prix, c'est probablement un des éléments qui me vient le plus populaire, puisqu'on le sait, Bitcoin est un actif qui est très volatile. Donc, on pense que la volatilité peut être directement liée à de la manipulation, ce qui est comprenable. Mais en fait, un peu pour reprendre mes mots, c'est que oui, selon moi, Bitcoin est manipulable. Donc oui, son prix est clairement manipulable si des acteurs décident de coercer ensemble pour créer certaines actions ou certains mouvements de prix. Ça, j'y crois. Puis les meilleurs exemples qu'on peut donner, c'est simplement les cycles des nouvelles, autant positives que négatives. Ça va vraiment des deux bords, là. Tu sais, comme par exemple, vous voyez ici, on était en 2018, et puis ce qui arrive, c'est que il y avait plein de comme news bullish, et puis là, ça allait juste vers le bas. Et puis ce que je veux dire par là, ben ici, c'est peut-être justement des gens qui essayent d'influencer le marché vers le haut. Et puis je vous invite à voir les noms, c'est assez intéressant de voir l'évolution. Et puis là, je vous montre un exemple qui était par exemple des nouvelles positives lorsque ça allait vers le bas, mais ça peut être aussi le phénomène inverse. Comme la Chine qui veut plus de mineurs de Bitcoin, ça avait créé une baisse. Je vous dirais, la Chine qui bloque Bitcoin ou qui veut bannir Bitcoin, c'est comme l'élément déclencheur de toutes les bull runs, c'est quasiment une blague. Ce que je veux dire par là, c'est que on est habitué d'avoir des nouvelles qui nous sont bombardées et puis qu'on pourrait dire qu'ils ont un effet sur le prix. Puis à la fin de la journée, je crois que oui, ça peut l'avoir fait parce que c'est comme un peu un outil qui est utilisé depuis le début des temps pour essayer d'influencer un peu la perception générale des nouvelles. Donc oui, j'y crois qu'on peut influencer des mouvements de marché, mais à la fin de la journée, on peut pas le contrôler pour toujours. Et puis moi, mon point est vraiment là dans cette vidéo-là, c'est que je crois que lorsqu'on sait que Bitcoin, oui, est manipulé, mais Bitcoin n'est pas contrôlé, c'est là qu'on peut se positionner vraiment d'une manière à gagner grâce à la manipulation. Parce que juste déjà là, si on prend par exemple souvent les cycles des nouvelles, ça peut devenir un indicateur. Puis après ça, je vous dirais, en général, ces opportunités-là de liquidation, mais ça devient peut-être des opportunités d'achat sur le long terme. Puis par exemple, on peut reprendre encore une fois cet article-là. On voit, oui, ici, c'était de l'opium, mais sur le long terme, vous voyez l'échelle de prix. Ce que j'essaie de dire ici, c'est que Bitcoin, c'est vraiment un jeu de long terme. Et puis, des peurs, il va toujours en avoir. De la critique, il va toujours en avoir. Mais une chose qui est sûre, c'est que le Bitcoin est résilient en termes de décentralisation,
dans son réseau. Par exemple, ici, on voit par la puissance du réseau et puis par sa décentralisation physique. Donc, le réseau n'est pas arrêtable. En plus, on a compris que pas vraiment d'acteurs auraient des avantages à briser le réseau, ce qui est pas impossible. Mais la théorie des jeux dit que ça ne serait pas un réel avantage. On a plus d'avantages à l'exploiter. Donc, d'un point de vue, je vous dirais, contrôle du réseau. Il n'y a pas vraiment de prise de contrôle. Après ça, d'un point de vue aussi de la distribution, on voit que les gens qui détiennent le Bitcoin, c'est des individus en majorité ou des proxys, comme par exemple les ETF, des entreprises, des mineurs. Donc, en soi, la distribution est très très juste. Puis après ça, pour finir, on comprend que oui, le Bitcoin peut être influencé par les nouvelles, par des acteurs. Disons demain matin, le CEO de BlackRock annonce de quoi de positif sur le Bitcoin. Oui, ça peut influencer des gens à acheter du Bitcoin. Le CEO d'une autre banque dit que par exemple, le Bitcoin est mauvais. Oui, ça peut influencer des gens à le vendre. Mais à la fin de la journée, je veux dire, ça, c'est seulement des nouvelles et des moments de marché. Après ça, on peut voir que parfois certaines actions, ou du moins timing, sont plutôt remarquables sur la charte. Est-ce que ça va être des opportunités d'achat? Est-ce que finalement c'est autre chose? Seul le temps va nous le dire, mais d'un point de vue vraiment long-termiste, puis moi c'est vraiment la vision que j'adopte. Quand je regarde les endroits par où qu'on a passé par le passé, je reste optimiste, mais ce que je veux dire ici, c'est vraiment de répondre à la question si selon moi Bitcoin est contrôlé. Donc pour moi, Bitcoin n'est pas contrôlé, mais oui, peut être influencé. Puis après ça, je crois que cette influence-là, lorsqu'on la comprend, je crois qu'en fait, on peut l'utiliser à notre avantage, puis c'est un peu ce que j'essaie de vous transposer aujourd'hui. Donc pour moi, Bitcoin n'est pas contrôlé, mais oui, il est manipulé. Mais en fait, je vous dirais un peu tous les marchés sont manipulés, avec tout ce qui est les contrats autour de l'or, et puis ne méprisez pas mes mots. Bitcoin devient de plus en plus un outil aussi instrumentalisé, mais juste pour rebondir sur ce point ici, mais en fait, toutes les Bitcoins qui sont détenus dans des portefeuilles décentralisés par des individus ne peuvent pas être utilisés pour la manipulation. Donc ça, c'est probablement aussi un avantage que Bitcoin a versus l'or. On le sait, beaucoup de gens détiennent beaucoup de l'or papier versus de l'or physique, pour plusieurs raisons, mais au moins je crois que Bitcoin, par son côté digital, aide sa détention, et puis on le sait, la détention de Bitcoin est au centre de l'étau des Bitcoin Maxi, donc pour moi, je trouve que c'est un autre avantage ici que je vous soulève, mais vraiment tout ça est pour dire que Bitcoin, oui, peut être manipulé, mais l'important c'est de le comprendre, et puis après ça, je pense que nous, notre jeu en tant que petits joueurs, c'est de tirer avantage de ces manipulations-là. Mais je crois que c'est important de toucher le point de est-ce que Bitcoin est manipulé, puis pas seulement d'un point de vue prix, c'est aussi d'un point de vue du réseau, ainsi que de sa distribution, par exemple, que je crois qui est super importante, et qui peut, selon moi, attribuer vraiment une énorme partie de la valeur de Bitcoin. Donc, c'est des points qui sont super importants au-delà du prix. Donc, sur ce, j'espère que vous avez appris. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, n'hésitez pas à partager la vidéo avec des proches qui vous auraient peut-être soulevé cette critique-là, que Bitcoin est contrôlé, Bitcoin est manipulé. Ça peut peut-être mettre un peu des choses au clair. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.